à tous et bienvenue dans cette édition du 18 novembre dont voici les titres. Le Touraine Primeur est arrivé en ce troisième jeudi du mois de novembre comme chaque année. Un événement attendu par de nombreux amateurs de vin jeunes mais qui s'essouffle avec le temps. Les ventes s'amenuisent d'année en année. Comment maintenir un certain nombre de services publics et de services à la famille en zone rurale? L'Igueuil dans le sud du département et les communes alentours ont trouvé leur réponse. Elles se sont tournées vers la CAF pour ouvrir des crèches par exemple. Rencontre avec l'artiste américain Harold Jacobs. Son exposition au château de Tours débute ce week-end. Une exposition qui revient sur les années américaines de ce plasticien installé en Touraine depuis plus de 30 ans. 2 mois après la fin des vendanges, les premiers vins sont arrivés. C'est le Touraine Primeur, un rendez-vous important pour les viticulteurs qui produisent chaque année 200 000 bouteilles. Un rendez-vous qui semble néanmoins perdre de son attrait pour les consommateurs. Les ventes sont en baisse. Gaël Poulain. Dans les caves de ce viticulteur d'Amboise, c'est le branle-bas de combat. Ici, l'on produit du primeur depuis 1992, médaillé plusieurs fois dont d'or en 2001 et de bronze cette année. Alors, il est hors de question de manquer ce moment festif autour du premier vin de l'année. Mais si le primeur doit donner le ton du millésime, inviter les amateurs à la dégustation et à la convivialité, pour ce producteur, le phénomène semble quelque peu s'essouffler. D'année en année, on en fait beaucoup moins. D'année en année, ça se vend de moins en moins. Il y a encore 6-7 ans, on arrivait à vendre du primeur, on va dire, donc du troisième jeudi du mois de novembre jusqu'à Noël. Au jour d'aujourd'hui, on va vendre le Touraine Primeur, donc le troisième jeudi de novembre, le week-end. Et on va voir dans la semaine, ça a commencé déjà à s'essouffler. Sa production de primeur est donc passée de 12 000 à 6 000 bouteilles entre l'an 2000 et aujourd'hui. Et pour promouvoir son primeur, Mathieu Plou mise désormais sur les salons du nord de la France. Et chez ce caviste du centre de Tours, la tendance semble être identique. C'est un phénomène de mode qui s'estompe. Il y avait de jolies fêtes dans la grande rue nationale de Tours, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu certains soucis d'une part et les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être pas forcément prêts à déguster les Touraines ou Beaujolais nouveaux comme les autres le dégustaient à l'époque. Ainsi, sous les halles de Tours, on a tenté de faire la part belle à la tradition. Beaujolais nouveau et Touraine Primeur se côtoyant sur les barriques. Personnellement, je suis bourguignon, tourangeau seulement d'adoption et effectivement, bon, je préfère effectivement les Beaujolais. Hein, mais Touraine Primeur, je l'aime bien, mais il faut que je goûte encore d'ailleurs. Goûter, le secret est bien là. Et chez les cavistes comme chez les producteurs, on espère que la souplesse et la gourmandise du primeur continueront de séduire les amateurs. Pour ne pas voir s'éteindre une tradition viticole dont on parlait déjà à l'époque de Saint-Martin. Le verdict de la cour d'assises d'Indre-et-Loire est tombé hier soir. Dimitri Florent, l'accusé du crime de Rilly-sur-Vienne, a été condamné à 18 ans de réclusion assorti d'une période de sûreté de 6 ans. Il a été reconnu coupable du meurtre de sa belle-sœur. En octobre 2008, il avait débarqué à son domicile avec un fusil, cherchant son ex-femme et sa nouvelle petite amie. L'accusé écope également d'une interdiction de séjour dans le département de la Gironde où se sont installées ces 2 femmes. Justice toujours, le tribunal administratif d'Orléans dédouane l'État dans le décès d'un jeune tourangeau à la maison d'arrêt de Cherbourg où il était incarcéré en mai 2008. Il était décédé après avoir ingéré une dose de médicament fatal. Sa famille avait porté plainte contre l'administration pénitentiaire mise hors de cause par la justice hier. Réunion hier soir des associations chrétiens migrants, Réseau Éducation sans frontières et Ligue des droits de l'homme. Elles se rencontraient pour faire le point sur le logement des familles sans papier à la rue. Actuellement, 8 familles de primo-arrivants étrangères sont sans solution de logement proposée par les services sociaux. Depuis le mois de juin, l'association chrétiens migrants assure le relogement en hôtel de ces personnes, mais craint la faillite d'ici 1 ou 2 mois si l'État et la préfecture ne lui viennent pas en aide. On écoute son président au micro de Julien Gauthier. On arrive à faire face à l'hébergement de ces personnes-là par des appels successifs à la charité publique depuis le 15 juin. Et aujourd'hui, la situation devient dramatique parce que nous comptions sur la mise en route du plan hiver pour que les familles qui n'étaient pas hébergées par les pouvoirs publics soient prises en charge. Or, ça ne démarre pas. Donc aujourd'hui, le 115 doit disposer de la part des pouvoirs publics des moyens de faire face
à toute demande de personnes en difficulté, qu'elles soient françaises ou étrangères. Environnement toujours, avec visite d'une entreprise précurseur en termes de démarche écologique. Les jardins de Rabelais dans le Chinonais produisent des tomates cerises, des fruits cultivés étonnamment grâce à la centrale nucléaire d'Avoine. Les eaux chaudes usagées de la centrale sont récupérées et chauffent les serres, et cela depuis plus de 20 ans. Tariq Kaldi. Alors, on me signale un petit problème technique. On passe à un autre sujet, celui du maintien des services en zone rurale. C'est un enjeu important et plusieurs solutions sont testées, comme les maisons médicales ou les points-services. La caisse d'allocation familiale également tente de soutenir les communes les plus délaissées. Julien Gauthier. Comme cela a déjà été mené dans d'autres départements ruraux, la caisse d'allocation familiale Touraine souhaite renforcer sa présence hors agglomération tourangelle. La convention signée avec la communauté de communes du Légueillois va notamment aboutir à l'ouverture d'un relais de service public à Ligueuil en septembre prochain. Un lieu d'accueil pour s'informer et effectuer les démarches administratives via l'internet et l'aide d'un animateur sans avoir à se déplacer à Tours. Une démarche appréciée par les élus. Aujourd'hui, avoir une politique volontariste d'accueil de nouvelles populations, c'est très bien, mais il faut y ajouter des services. Et vivre à la campagne, c'est très bien, mais profiter des services, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on offre, avec des techniques modernes, on offre des services complémentaires. C'est renforcer l'attractivité de nos territoires. Autre exemple de service rendu sur ce territoire, la création d'une micro-crèche à Mantelan, pouvant accueillir 10 enfants. La CAF a financé 80% du développement et 50% du fonctionnement. Et sur ce même territoire, 2 autres micro-crèches sont à l'étude, dont une à Ligueuil. C'est vrai que très longtemps, la CAF a été très associée, je veux dire, à une présence urbaine. Et maintenant, il y a la volonté, effectivement, de couvrir l'ensemble des territoires et d'offrir le même service, même si ce n'est pas toujours facile, à tous les allocataires. Ce travail de collaboration entre collectivités et la CAF devrait s'étendre sur l'ensemble du sud du département, avec les communautés de communes Loge Développement, Montrésor et la Touraine du Sud. De plus, un observatoire du logement en milieu rural est à l'étude. Une volonté qui pourrait participer, si ce n'est à l'arrêt, au moins au ralentissement des phénomènes de désertion des zones rurales. L'architecte des bâtiments de France réalise depuis plusieurs semaines une tournée départementale des différentes communes. Vous voyez ici une réunion avec les élus de Fondette. L'objectif est d'aider les maires à intégrer les logiques de développement durable dans les constructions, notamment dans les permis de construire. Il faut dire que le droit de l'urbanisme en France est souvent jugé lourd et compliqué. C'est d'ailleurs une des annonces de Nicolas Sarkozy avant-hier. Il souhaite dépoussiérer le droit de l'urbanisme qu'il juge trop contraignant. Ce n'est pas l'avis de la BF de Tours, Sybille Madelimbaud. On l'écoute tout de suite. Je ne vois absolument pas comment on pourrait vraiment supprimer. On a parlé à un moment de supprimer les permis de construire quand ils étaient déposés par des architectes. Mais je pense qu'il y a un souci il faut tout de même que quand on est malade, on va en général consulter un médecin. Quand on construit une maison qui a forcément un coût important financier, c'est toujours assez intéressant tout de même d'aller voir un vrai professionnel qui offre des garanties, une assurance, et que c'est peut-être un petit peu difficile de se dire on supprime toutes les autorisations de travaux. Mais pour le moment, on n'en sait rien. On revient sur cette entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, cette entreprise précurseur en termes de démarche écologique, les jardins de Rabelais dans le Chinonais qui produisent des tomates cerises, des fruits cultivés étonnamment grâce à la centrale nucléaire de Chinon. Les eaux chaudes usagées de la centrale sont récupérées et chauffent les serres, et cela depuis plus de 20 ans. Tariq Kaldi. 5 hectares de serres à réchauffer de manière économique et surtout écologique. C'est le défi que relève le jardin de Rabelais sur son site d'Avoine, où sont produits chaque année 2 tonnes de tomates cerises. À l'intérieur, il fait 25 degrés le jour, et pour maintenir cette température, 2 systèmes de chauffage. Le premier par gaz avec ses tubes posés au sol et surtout utilisé en hiver. Le deuxième par récupération d'eau de centrale chauffe la serre toute l'année. En fait, c'est de l'eau tiède qui circulent dans ces petits tuyaux annelés. Donc ont un pouvoir, du fait qu'ils sont annelés,
Ils ont un pouvoir de dissipation de la chaleur très important, un pouvoir d'échange important. Et donc les eaux tièdes proviennent de la centrale de Chinon, avant leur rejet en Loire. L'eau qui entre dans les serres est à une température de 32 degrés. Quand elle en ressort, elle est rejetée dans la Loire à 28 degrés, ce qui réduit l'impact de la pollution thermique fluviale. Mais faut-il craindre des tomates chauffées grâce à l'eau d'une centrale nucléaire ? Il n'y a pas uniquement des serres autour de la centrale, on est à la campagne, donc il y a tout un tas d'autres activités agricoles, notamment des éleveurs bio, des vignerons. Donc une serre, une serre peut se développer autour d'une centrale comme une autre activité agricole. Ce mode de chauffage est encore peu répandu en France et pourrait être une alternative à la pollution thermique des fleuves. Cet après-midi, lors de sa visite des serres, le préfet d'Indre-et-Loire a applaudi cette initiative. Très belle victoire hier soir du Tour Volleyball face aux géants russes de Belgorod. Un match difficile où les joueurs d'Eric Ngapet se sont imposés 3-7-2 en première journée de la Ligue des Champions. Prochaine rencontre le 25 novembre, jeudi prochain. Tours reçoit les Turcs de Fenerbahçe. Le château de Tours consacre sa prochaine exposition à Harold Jacobs. Elle ouvrira ses portes dès ce week-end. Elle s'intéresse plus précisément aux années américaines d'Harold Jacobs. Cet artiste new-yorkais, installé en Touraine depuis maintenant plus de 30 ans, est souvent présenté comme précurseur du pop art. Sabrina Meloult. Préparer une exposition est un travail précieux pour Harold Jacobs. Pour lui, chaque détail mérite une attention particulière. Le nom de l'exposition The American Years n'a pas été choisi par hasard. Une rétrospective qui se penche sur des tranches de vie américaines de l'artiste, mais surtout une occasion d'avoir accès à la richesse de son œuvre. Une œuvre prolifique qui met en avant le mariage de matières improbables, bois et papier, tissu, plexiglas, caoutchouc même, comme cette sculpture gonflable qui a voyagé un peu partout dans le monde, notamment pour illustrer la chorégraphie d'une troupe de danse. Harold Jacobs se dit n'appartenir à aucun courant artistique, mais revendique la liberté de jouer avec la matière et le mouvement. J'aime beaucoup cet espace entre le monde qu'on inhabite, nous, en 3 dimensions, on vit en 3 dimensions. Et les images qu'on regarde sur un mur qui ont souvent une espèce de fenêtre sur quelque chose qui n'existe pas, mais comme un paysage, etc., un personnage. Mais pour moi, c'est entre les deux. J'aime l'idée de travailler entre les deux. Une œuvre hétéroclite donc qui surprend un peu plus à chaque fois. Mais pour faire ressortir la vérité de son œuvre, Harold Jacobs a fait appel à Rodolphe, un créateur qui articule les ombres et les lumières autour des pièces de l'artiste. Chaque nuance compte, car elle fait signifier à chaque objet quelque chose de différent. Pour l'artiste, c'est très très important, parce que si vous mettez trop de lumière, ça ne va pas donner ce qu'il va vouloir. Si vous avez par exemple un tableau, c'est de la peinture, il faut savoir faire ressortir la couleur de la peinture, mais pas trop. Ça veut dire qu'il y a une touche à essayer de donner, mais c'est très important pour l'artiste. Parce que même quand on fait une salle et qu'il se promène après au fur et à mesure dans les salles, il se rend compte que c'est cette lumière qui va lui donner, je veux dire, un peu le cachet à son œuvre. Une symbiose entre la lumière et l'œuvre qui respecte une valeur essentielle du travail d'Harold Jacobs, celle d'illustrer toujours au mieux la réalité du monde qui nous entoure. Voilà, l'exposition ouvre ses portes ce week-end et elle durera jusqu'au 16 juin, donc au château de Tours. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec Hervé Novelli, l'ancien secrétaire d'État au commerce, non reconduit dans le gouvernement Fillon 3. Restez avec nous.